Tala 2013 oyo mingi télé tchango tala totamboli pena totality tomonité deux fois tena zo avec télé tchango et on va professionnel le vieux songe Fabien Kouswanika deux fois tena zo sabino tala bana tchango esika nyonso bokutani esika neto bozali na monde bana Congo bana tchango nyonso maso na bino ngolo tala est-ce que bino bebi masola frangala avec Yemei poivre d'avoine congolais Fabien Kouswanika la episode sur la frangala bino bebi so frangala ha botu na vie na Kinkestere mena fuma mputu botu na Titi les Valois les grands prêtres tolo baté makamne yango mama ba pro talaka ba delpio MP3 mboka de to yebi tozanga makate masolo télé tchango mingi nde télé tchango. Voilà, Monsieur Mbouyi, vous êtes donc le représentant de l'UNEPES au Benelux, si je comprends très bien. Et la première question, c'est de savoir la santé de votre parti, parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on n'en parle plus. Sinon, peut-être l'actualité est revenue au galop avec, disons, le départ du président de l'UNEPES, M. Etienne Tshisekedi, en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ah bien, puisque vous me posez la question concernant la santé du parti, je dois vous dire que le parti est un parti en lutte. Et dans des conditions comme celles de chez nous, que vous connaissez très bien, M. Fabien, qui ne sont ignorées des personnes. Donc les contraintes sont tellement difficiles, mais on ne peut pas dire que le parti aille de mieux en mieux, ou bien dire qu'il va mal. Le parti, il va comme un parti en lutte, et que nous avons confiance dans notre président. Tant qu'il est debout, le parti est debout. Mais justement, concernant votre président, son départ en Afrique du Sud a été l'objet de beaucoup de supputations. Pour certains, c'était pour des raisons de santé. Pour d'autres, c'était pour une conférence. Vous êtes pratiquement la voix autorisée. Qu'a été faire le président Tshisekedi en Afrique du Sud? Non, je dois rassurer toute la communauté nationale, lui rassurer que quant à sa santé, il va très bien. Il n'y a pas de problème de santé. Il a répondu effectivement à une invitation d'une ONG et qu'il devait tenir une conférence lors des assises de cette association-là. Donc la sortie du président, on peut la situer sur le plan tout à fait diplomatique. Cela n'a rien à voir avec sa santé. Et la conférence a eu lieu? La conférence a eu lieu, il a intervenu et il a eu des entretiens avec les officiels, certains officiels en Afrique du Sud. Mais on l'avait également annoncé à Addis Abeba, finalement on ne l'a pas vu là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi j'attribue cela plutôt à des rumeurs. Je ne crois pas qu'il était appelé à aller à Addis Abeba. Je ne pense pas. Et alors, finalement, l'accord a été signé à Addis Abeba, on n'a pas entendu parler de la position de l'UDPS, et jusque-là, c'est comme si c'est motus bouche cousue pour tout le monde. Bien, ce n'est pas motus et bouche cousue. L'UDPS se prononcera au moment opportun, quand on aura pris connaissance effectivement des tenants et aboutissants de cet accord-là, la voix autorisée du parti, donc le président, comme il est prévu qu'il parle demain, peut-être qu'il en parlera. Mais là, vous n'anticipez plus, c'est comme si maintenant vous êtes derrière le chameau. Anticiper par rapport aux événements, vous attendez quoi, une semaine, 2 semaines pour réagir, alors que finalement l'actualité ça avance, beaucoup de choses se sont passées depuis l'accord. Vous attendez quoi, 2 semaines, 3 semaines pour réagir? Mais je pense qu'il faut aussi être prudent. Il faut aussi être prudent pour ne pas aller à contre-faux des événements. Donc ne voyons pas les manifestes, voyons aussi les latents. Donc il faut prendre son temps et répondre à bon escient. Et ne pas répondre pour les besoins du spectacle. Mais beaucoup de gens également disaient, ou pour certaines personnes, le président Tshisekedi était en résidence surveillée, mais finalement il est allé en Afrique du Sud. Est-ce que cela n'a pas cassé dans une certaine mesure une telle position? Parce qu'il est allé en Afrique du Sud, vous dites vous-même qu'il va rentrer, s'il n'est pas encore rentré au moment où on est en train de diffuser cette interview. Oui. Et donc, est-ce que résidence surveillée, pas résidence surveillée, c'est quoi finalement la vérité? Vous savez, chez nous, tout est ambigu. Nous ne sommes pas dans un état comme tel. Nous sommes même dans l'UDPS alors dans ce cas? Non, l'UDPS n'est pas en dehors de la population congolaise. Les membres de l'UDPS font partie de la collectivité nationale. Donc, tous les aspects de la population congolaise sont aussi les aspects des membres de l'UDPS. L'UDPS n'est pas une exception dans la population congolaise. C'est surtout son président qui est une exception. Mais les membres de l'UDPS vivent les aléas comme tous les autres membres de la communauté nationale. Et donc, finalement, pour vous,
il y a eu résidence surveillée, oui ou non? Ah oui, voilà, puisque cet aspect-là, je dois la préciser. En fait, moi, je ne pense pas qu'Étienne Tshisekedi était en résidence surveillée. Étienne Tshisekedi était un otage d'un pouvoir autarcique, un otage d'un pouvoir absolutiste. On avait peur qu'avec son envergure, il puisse mobiliser la masse et écrouler le pouvoir. Donc on a mis tout un scénario de soldats autour de lui. Mais Étienne Tshisekedi a une telle envergure que vous pouvez mettre ou bien vous acceptez de les tuer, mais s'il décide de sortir, il sortit malgré vos soldats. Donc il n'est pas impressionné par la soldatesque que nous avons chez nous. Non, il n'est pas impressionné du tout. L'homme qui pouvait l'impressionner, c'est Mobutu. Ayant vaincu Mobutu, je ne vois pas que le jeune homme là qui est au pouvoir peut impressionner Étienne Tshisekedi. Non, non, loin de là. Et alors, on parle de plus en plus des concertations nationales. Oui. L'UDPS a déjà donné sa position que pour lui, cela ne l'engageait pas. Oui, tout à fait. Finalement, c'est quoi la sortie, mais c'est comme je vous l'ai dit. Les moyens de sortie de crise? Mais c'est vous qui dites que nous sommes en crise. Puisqu'on a dit que le pouvoir de Kabila actuel, qu'il a été élu, il y a même des représentants de l'opposition qui sont dans ces organes de pouvoir. Mais puisqu'il a l'opposition avec lui dans le pouvoir, pourquoi on parle de crise? Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Mais oui, mais bon, si eux-mêmes reconnaissent la crise, mais à l'UDPS on dit qu'il n'y a pas de crise. Non, nous avons pour nous la population, nous et la population congolaise, nous avons choisi un chef d'État le 28 novembre. Nous nous en tenons là. Mais oui, mais c'est fait qu'il n'exerce pas. Mais c'est quoi la solution? Tout homme qui a été chez nous, qui a été élu depuis 1960, depuis l'assassinat de Lumumba, n'a jamais gouverné. C'est seulement les gens qu'on nous impose par la force, par les forces extérieures, qui eux gouvernent. Mais la personne qui est issue de la volonté du peuple chez nous, depuis Lumumba jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais gouverné. Donc c'est à nous prendre en charge pour faire en sorte que la personne que nous élisons gouverne. Oui, mais comment justement, c'est pourquoi on dit, mais admettons même qu'on soit d'accord. Mais moi j'en appelle à l'élite congolaise. Quelle est cette élite-là qui prête le flanc à son propre esclavage? Quelle est cette élite? Je me demande, puisque le problème ce n'est pas la population, c'est l'élite congolaise. L'élite va du côté de gens qui persécutent le peuple. L'élite va du côté de gens qui pillent, qui participent au pillage de l'État. En contrepartie d'une Jeep, en contrepartie de $2000, en contrepartie, ils sont en train de vendre leur pays. Donc c'est cette élite-là qui est renégate, qui est la cause de nos maux. Donc il y a un appel de conscience à cette élite pour qu'elle se prenne en charge. Est-ce que vous pensez que les gens qui n'ont jamais entendu un tel langage depuis l'indépendance, comme vous le dites, oui, vous entendront aujourd'hui? Mais grâce à vous, monsieur Fabien. Mais la presse aussi a toujours existé depuis 1960. Mais nous n'avions pas l'outil que nous avons aujourd'hui avec Internet. Aujourd'hui, on nous écoute. Tous les services de renseignement, je vous dis, tous les services de renseignement occidentaux, ils savent que Fabien existe quelque part et que Fabien est en train de relayer la voix des sans-voix. Et je vous en félicite. Et il faut continuer, puisque depuis 60, tous les médias étaient bloqués. Ici en Belgique, quelqu'un de l'UDPS ne pouvait pas. Il n'y a que Mme Kassavoubou qu'on a accepté de passer. Aucun autre opposant n'est passé dans les médias ici. Mais aujourd'hui, ils ne savent pas nous saisir. Parce que vous avez vos médias maintenant. Oui, nous avons nos médias. Oui. Alors maintenant, je vais vous poser quand même une question d'ordre moral dans une certaine mesure. Tout à fait. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une erreur de la part des UDPS de jouer toujours la politique de la chaise vide? Même depuis Mobutu et puis maintenant et ainsi de suite. Parce que quand il y a problème, l'idéal c'est qu'on se mette autour d'une table, même quand on n'aime pas son ennemi. Il faut parler avec lui pour lui montrer comment il est en train de pécher pour trouver des solutions. Mais là quand même, on dirait que c'est toujours la récurrence de la même politique qui a échoué avant, enfin échoué entre guillemets, peut-être c'est pas le cas pour l'UDPS. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut peut-être changer un peu la stratégie? Oui, justement, mais Fabien, moi je vous prends au mot. Nous avons été aux négociations en Afrique du Sud. On a parlé de l'accord global et inclusif. Mais cet accord global et inclusif n'a pas inclus l'UDPS. L'UDPS n'a pas été dans la transition. On lui a même refusé d'entrer dans la gestion de l'État. Mais il était prévu qu'il soit vice-président. Mais pourquoi cela n'a pas été fait? Parce que nous avons été dans ces négociations-là. On avait même dit que c'était, toi-même tu laissais global et inclusif. Mais donc, nous sommes en négociation depuis l'assassinat de Lumumba. Alors maintenant, nous sommes en assassinat. Vu la situation telle qu'elle évolue depuis, comme vous l'avez dit, depuis la création de l'UDPS jusqu'à aujourd'hui, et puis voilà, avec tout ce qui s'est passé. Voilà, on connaît tout ça. Maintenant, si je vous pose la question, quelle a été l'erreur de l'UDPS dans tout ça? Non, l'essence morale, il faut la poser du côté du pouvoir. Vous savez, pourquoi là en Afrique du Sud, on est passé de l'apartheid à l'accession de l'ANC au pouvoir? À cause du pouvoir blanc qui était là.
Le pouvoir blanc lui-même a fait son examen de conscience. Donc il a suffi que des clercs, je crois, soit s'asseyent à table avec Mandela, discutent avec Mandela pour qu'on arrive au compromis. Aujourd'hui au Congo, ce n'est pas Kabila n'est qu'un vassal. Les véritables maîtres de l'enjeu, ce sont les multinationales et internationales qui ont phagocyté. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que l'UNEPES avait déjà le Royaume de Belgique, les négociations, c'est avec le pouvoir de France, les négociations, c'est avec l'administration d'Obama. Voilà les gens qui nous tiennent en otage. Mais alors, est-ce que avez-vous déjà tenté une telle action pour négocier avec ces gens? Mais toi, Fabien, tu as vécu l'arrivée de Etienne Tshisekedi ici en 2010. Tu as vu où nous avons été avec Etienne Tshisekedi. Nous avons été avec lui au Parlement belge. Nous avons été avec lui dans les instances de l'Union européenne. Donc il a été aux États-Unis. Donc nous cherchons ces consensus avec le véritable maître de jeu. C'est l'Occident. Donc les Kabila, les Mobutu ne sont que de feux de paille, ne sont que de, comment on dit, le bras qui tient les fusils, les bras meurtriers. Mais le véritable maître de jeu, c'est l'Occident. Donc nous faisons un message d'appel de conscience à l'Occident. François Hollande a compris, il reste en Belgique qu'on comprenne, il reste aussi aux États-Unis qu'on comprenne et à Londres qu'on comprenne. Qu'on sache que la dignité humaine, c'est la dignité de tout homme, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit blanc. La dignité humaine, c'est la dignité humaine. On ne doit pas la négliger pour l'homme noir, c'est du racisme dans ces cas-là. Alors ils doivent sortir de ces racismes-là, entrer dans la transcendance. Quand ils seront dans la transcendance, nous serons sur les mêmes pieds d'égalité. Monsieur Mbouyi, je vous remercie. Merci aussi, monsieur Fabien.